Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mécanisme des réactions de substitution nucléophile des halogénures d'alkyle. Cette réaction est appelée SN2. Cette réaction se passe entre un halogénure d'alkyle et un nucléophile et le résultat, c'est le remplacement de l'halogène par le nucléophile utilisé. C'est pour ça, c'est une réaction de substitution. Le chiffre 2 indique que la vitesse de la réaction dépend de la concentration des deux réactifs utilisés. Le mécanisme est représenté dans les livres de la manière suivante, mais aujourd'hui nous allons le voir d'une manière un peu différente avec les électrons qui bougent. Donc devant nous avons un halogénure d'alkyle qui est le bromure de méthyle et nous avons un hydroxyde qui représente les nucléophiles. Sur le bromure de méthyle, on voit qu'on a deux sites. Un site électrophile représenté par la charge positive partielle du carbone et un site nucléophile représenté par la charge négative partielle du brome. Les deux charges positives et négatives partielles sont dues à la différence d'électronégativité entre le brome et le carbone, et comme le brome est plus électronégatif que le carbone, les deux électrons qui forment la liaison ici sont plus déplacés à droite, ça veut dire vers le brome que vers le carbone. Et donc le carbone se trouve avec une déficience électronique qui est représentée par la charge positive partielle. De l'autre côté, nous avons un oxygène avec une charge négative. C'est un bon nucléophile car l'oxygène possède un électron en trop sur sa couche de valence, due à la charge négative. Maintenant, nous avons ici un site nucléophile et un site électrophile. Lorsque nous avons deux molécules avec un site nucléophile et un site électrophile, il y a toujours en chimie organique une attaque du nucléophile vers l'électrophile. Et cette attaque, c'est pour former une nouvelle liaison entre l'oxygène et le carbone. Pour pouvoir se faire, l'oxygène doit avoir de la place, se faire de la place. C'est pour cette raison que les trois liaisons entre le carbone et l'hydrogène vont se déplacer à droite pour laisser la place à l'oxygène de former sa liaison. L'oxygène possède déjà trois doublés non-liants, donc il va utiliser un de ces doublés non-liants pour former la liaison avec le carbone. Donc vous allez voir qu'il y a un électron qui va rester sur le carbone et l'autre électron, si vous regardez bien, vous voyez qu'il va se déplacer vers le carbone. Donc j'ai déjà expliqué que ces trois liaisons vont se déplacer à droite et d'autre part, le carbone ici a déjà quatre liaisons et il ne peut pas faire une cinquième liaison. Donc, il doit rompre une de ces quatre liaisons. Et c'est la liaison avec le brome qu'il va rompre. Donc, durant la formation de cette liaison entre l'oxygène et le carbone, la liaison entre le carbone et le brome va commencer à casser. Regardons un peu le mouvement d'électrons maintenant. On voit bien maintenant que les trois liaisons entre le carbone et l'hydrogène se sont placées dans le même plan pour laisser la place à l'oxygène de former sa liaison. On voit que l'oxygène a formé, est en train de former sa liaison, donc cette liaison on peut considérer qu'elle est à moitié formée et qu'on voit que la liaison entre le carbone et le brome est à moitié cassée. On appelle cet état-là l'état de transition. C'est un état qu'on ne peut pas isoler dans la réaction, mais on sait que la réaction passe par cette étape-là avant de continuer. Maintenant, l'oxygène va continuer à avancer pour compléter sa liaison avec le carbone. Le brome va pouvoir quitter la molécule avec les deux électrons de la liaison, et donc il va porter une charge négative, et les trois liaisons entre le carbone et l'hydrogène vont continuer à se déplacer à droite pour retrouver la forme tétrahydrique du carbone qui est hybridée sp3. Regardons ensemble. Et on a finalement remplacé le Br par l'oxygène. Et on a obtenu l'alcool. Vous avez remarqué durant cette réaction que les trois liaisons d'hydrogène étaient d'abord orientées vers la gauche et maintenant ils sont orientés vers la droite. Donc si on avait une configuration de type R, normalement, la configuration doit être inversée. Pour mieux voir ça, nous allons voir la même réaction avec une molécule qui possède un carbone asymétrique. Si on définit la configuration de ce carbone asymétrique, on tombe sur une configuration R.
Maintenant, une fois la réaction va se passer, vous allez voir comment cette configuration va être inversée. Regardons un peu la réaction. Et on a obtenu l'alcool. Si on définit maintenant la configuration de l'alcool obtenu, on obtient une configuration S. Donc, on peut comprendre que les réactions SN2 vont inverser la configuration du carbone ou de la molécule si la molécule qui subit ou le carbone qui subit la réaction de substitution est un carbone asymétrique. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.